Et on réouvre le rideau pour ceux qui ont mis la main à la poche et qui nous ont rejoints dans le club VIP. Donc maintenant on est entre hommes, on peut dire ce qu'on veut. Avant, c'était des tapettes. Vous avez bien fait d'être dans le club VIP parce que les autres, c'est franchement des branques. Voilà. On peut dire ce qu'on veut. Quelle tapette! Là, Quels enculés alors les gratuits! Quelle pute! on peut dévoiler, je dirais, du concept. On a voilà, vous allez voir cette différence entre quand vous payez et quand vous ne payez pas. Mm. Ça étonne toujours ceux qui disent ah, je suis sur le forum depuis 8 ans, mais je comprends Mm. toujours rien. Je compte peut-être acheter un séminaire un jour avant 2020. Voilà, c'est ça. Et chaque année, j'avais fait la remarque sur le forum. Mm. Chaque année, il y a quelqu'un qui arrive avec une année de plus. Là, il y a 4 ans, c'était je suis le forum depuis 3 ans, Ouais. après 4 machin, et puis bientôt, ça va être je suis le forum depuis 16 ans. Mm. Donc, C'est ça. à quand la prochaine étape? Alors, on commence. Vous avez payé, on commence tout de suite. Stéphane, On devrait mettre des femmes à poil pour la partie payante. ouais, bah, on a Mais des déjà. vrais, non, mais des vrais. Ouais, si vous connaissez des filles qui se mettent à poil facilement, bah, on. J'en connais, mais pas à Paris. Ah, mince. Non, ce qu'il faudrait, c'est une vraie et deux vraies, en fait. Une là Voilà. et une là pour la partie payante. Comme Pour la prochaine fois. Collar Rochaud, tu sais, cette émission, enfin non, tu connais pas, émission des années 80 qui était pas drôle du tout, mais le mec, Il avait ramené des bombasses. le mec avait 5 nanas à poil avec un cul de une queue de lapin, des tutus, etc. C'est ça. Alors, on a tiré un papier au hasard. Si tu le trouves pas intéressant, on peut changer. C'est comme tu veux. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce papier? Un homme peut-il continuer à s'appeler Léo après l'âge de 5 ans? Non, ça, c'est pas possible. D'ailleurs, j'étais dans les premiers Léo de France. C'était très peu donné à mon année de naissance. Un homme peut-il continuer à sortir de sa zone de confort lorsqu'il est en couple? Alors ça, Stéphane, c'est une question qui arrive à point nommé, puisqu'elle est très intéressante. Elle est tirée aléatoirement du chapeau, je vous le rappelle, et elle fait complètement écho, je pense, sans avoir lu le plan, puisque tu Je n'as pas dû pense, encore, président. puisqu'elle t'as pas dû encore le rédiger peut-être. Si, Le c'est prêt depuis 6 plan mois. du séminaire Rester séduisant en couple. Est-ce que je me trompe ou non? Eh bien non, Janine, n'est-ce pas? Non, tu te trompes absolument pas. Je pense un des plus grands enjeux de la séduction, c'est la reséduction. Je pense que les hommes sont d'autant plus mauvais à reséduire qu'ils le sont à séduire. Séduire, à la limite, ils y arrivent avec une espèce de coup de pied au cul dans l'instant. Et reséduire, ils y ont beaucoup de mal car je te rappelle le titre de cet infâme livre qui a entre guillemets marqué les premières années de la communauté de séduction en France, qui s'appelait Casé en une semaine, et qui s'est quand même vendu en dépit de sa Tu médiocrité. l'as lu? Oui, ben, je l'ai lu, son auteur me l'a envoyé, enfin, c'était pathétique, il y avait une faute par ligne, c'était écrit en caractère 24, c'était le néant de la pensée, quoi. Mais quand quelque chose se vend, ça veut dire qu'il incarne un inconscient collectif. Et donc l'inconscient collectif des hommes est de se caser. Hein. C'est-à-dire que je ne suis pas casé, je souhaite me caser. Se caser voulant dire, maintenant que je suis casé, en fait, j'ai de la nourriture, du sexe et une maison entretenue. Et en échange, bon, bah, moi, La ressource. je rapporte de la ressource, mais ma ressource se matérialise en sexe, en intérieur et en confort. Donc oui, effectivement, la reséduction est un enjeu absolument majeur qui nécessite quand même plusieurs prérequis. Le premier, c'est que elle ne peut se faire que sans l'accord des deux parties. Elle ne peut se faire qu'avec l'accord et le consentement et la volonté des deux parties. Hein. Ça ne peut pas être unilatéral. Il faut que il faut que la partenaire soit au fait et au courant de la dilution progressive du désir dans le temps. Et il va falloir, entre guillemets, que les initiatives dont l'homme va faire preuve ne provoquent pas sa surprise. C'est-à-dire que la prendre au dépourvu, ce ne sera pas une bonne idée. Il faut anticiper la perte de désir et il faut traiter la perte de désir comme un avant que le symptôme n'arrive, si tu veux, avant que le mal n'arrive. Donc ça nécessite d'avoir une partenaire très ouverte déjà sur la dynamique d'une relation, les principes du désir, les principes du couple, les principes de la perte du désir, les principes de l'habitude,
de l'habitus, comme dirait Bourdieu, et ça nécessite on va dire Préparation. ça nécessite de renégocier les limites de l'exclusivité. C'est-à-dire que se mettre en couple, c'est négocier les premières limites de l'exclusivité. C'est-à-dire, CF, on, période des négociations. voilà, on fait sortir les ex de sa vie, on n'est plus disponible pour les autres, seulement pour soi, etc. Mais, cependant, à partir d'un certain temps que Beck BD a qualifié dans son best-seller de 3 ans, on est en devoir, même si les choses se passent encore bien, de négocier l'après. L'après, bah, c'est l'après-désir animal, l'après-désir physique, l'après-désir brutal, l'après-normalité. Alors là, j'imagine, et je me mets à la place de celui qui nous écoute, de celles et ceux qui nous écoutent, euh, c'est cette deuxième négociation de l'après, elle se fait évidemment de façon verbale. Une négociation peut se faire de manière non verbale en gestion de crise. Là, elle est verbale, elle est longue, elle ne se fait pas en une fois. Ce sont des petites touches, ce sont des moments particuliers, ce sont des moments où l'on parle pas seulement au sens, mais où on parle aussi à l'esprit. C'est-à-dire que c'est une vraie conversation sur des vrais sujets qui doit être relativement sérieuse et et qui peut presque occasionner des heurts. Il ne faut jamais avoir peur d'occasionner des heurts, car en réalité, quand on n'occasionne pas de heurts, quand il n'y a pas de tension, quand il n'y a pas de dispute avec une femme, c'est-à-dire que vous n'êtes pas en couple. C'est-à-dire que les gens qui s'enorgueillissent d'être ensemble depuis 2-3 ans et de ne jamais s'être disputés, ils ne sont pas ensemble. Mhm, mhm. Il y a une incompatibilité de principe. Donc alors, on verbalise et on ne s'inquiète pas si on rencontre des vagues sur la Et route. après, il y aura un certain nombre de techniques qu'on va évoquer ensemble pendant le séminaire pour rester suffisamment en couple et pour sortir de sa zone de confort. Mais globalement, sans tout dévoiler, on peut dire que ça va grandement avoir à faire avec, un, la séduction de couple, et deux, les limites de ce qui est autorisé et interdit. C'est-à-dire que Mhm. c'est à chaque couple de réinventer les limites de l'autorisation et de l'interdiction. D'accord. Et alors, dernière petite question liée à ce point. Tu disais tout à l'heure qu'il fallait avoir une partenaire qui était plutôt ouverte sur ces sujets-là. Est-ce que... Au moins qui accepte l'idée que, contrairement à ce que nous promeut l'amour-passion, le désir ne va pas de soi. D'accord. Donc il peut y avoir quelques pistes qui nous Et que l'enceinte disent... close éteint le désir. Mhm. Oui, évidemment. Donc il y a certaines typologies de femmes qui peuvent nous faire dire que elle est très bien, mais en fait elle a pas du tout cette conscience que peut-être le désir peut s'éteindre. Bah, c'est un petit peu comme l'interview que j'ai faite pour M6 ce matin, où je devais... en gros, ils opposent de façon assez Binaire. binaire les théories de la compatibilité au naturel. C'est-à-dire, en gros, les gens qui croient à la compatibilité seraient des scientifiques et les gens qui croient au naturel seraient des profanes. En réalité, évidemment que les deux sont liés et on a besoin non pas d'une geek de la psychologie qui a besoin de théoriser toutes les étapes de votre relation de façon très froide et très articulée, ça on n'en veut pas, c'est pas excitant, c'est pas intéressant, Mhm. et c'est même un peu effrayant. Clin d'œil à la jeune fille dont on parlait tout à l'heure avant le début de l'entretien, Petit clin d'œil. voilà, petit clin d'œil amical. Et donc c'est pas ça qu'on veut, en tout cas ça on restera pas avec. Par contre, on a besoin d'une femme qui accepte ce que l'on a appelé dans le dernier séminaire sur le séminaire de samedi sur la motivation, qui est à un stade de de son évolution et de son développement où elle va accepter l'amertume. C'est-à-dire que quand un organisme vivant croît, il passe d'abord d'un stade où il n'aime que le sucré à un stade ensuite où il, aime il accède à l'amertume. Et après, il y a un stade encore ultérieur où non seulement il accède à l'amertume, mais entre guillemets, il recherche le côté brut des choses. Tu vois, un petit peu Comme les enfants qui deviennent adultes, qui passent du Nutella à voilà, autre chose. c'est ça, au chocolat. Ben, là, il faut accepter qu'une femme passe du stade d'une vision des relations Nutella à une vision des relations chocolat.
et la version chocolat est amère, alors que la version Nutella est douce. Surtout le chocolat noir. La version chocolat noir est très amère. Et la version très amère des relations veut que quoi? Que un, l'homme regarde ailleurs, et deux, la femme pense ailleurs. C'est ça la différence. C'est que les deux, à un moment, se décentrent. Les deux font que leur conjoint n'est plus l'objet unique de leur attention. Sauf que l'homme regarde ailleurs, la femme pense ailleurs. C'est pour ça que l'homme a l'impression que sa femme ne le trompe pas. C'est parce qu'elle le voit, elle voit que ses yeux suivent des inconnus dans la rue. Tu demandes à n'importe quel couple marié depuis 15, 20 ou 25 ans, et prends une femme entre quatre yeux et dis-lui, est-ce que tu as déjà vu ton homme regarder une femme? Oui, la réponse est oui. Donc les hommes, les femmes surprennent, les femmes arrivent à surprendre les hommes en train de regarder d'autres femmes. Les hommes surprennent très rarement leurs femmes en train de regarder d'autres hommes. Par contre, tu ne peux pas surprendre les pensées. D'où ce livre fantastique, cette fable, ce conte de Moraviar qui s'appelle « Si les pensées gelaient dans l'air ». Parce que si tes pensées, si l'hiver, quand il fait très froid, tes pensées au-dessus de ta tête se cristallisaient, on verrait ce que les gens pensent. Donc c'est une fable, un conte très amusant, où en fait les pensées des gens gèlent. Donc on voit tout ce que les gens pensent. C'est écrit au-dessus de leur tête. Donc en fait, les femmes trompent par la pensée, les hommes trompent par le regard. Très bien. Et donc ça, il faut l'accepter, arriver au stade d'évolution où on est capable d'entendre et de faire entendre à sa partenaire qu'on a regardé d'autres hommes, d'autres femmes, pardon. Ce qui est le paradigme de départ d'Eyes Wide Shut. Film qu'on vous recommande évidemment. Si vous n'avez pas vu Eyes Wide Shut, vous n'avez rien vu du cinéma. Donc après, c'est au couple de trouver une solution parmi les solutions possibles. C'est-à-dire, est-ce que ma femme devient les autres femmes? Céline Dion, Jean-Jacques Goldman, pour que tu m'aimes encore, je serai ces autres qui te donnent du plaisir. C'est-à-dire, est-ce que tu fais de ta femme les autres femmes? Solution 1. Solution 2, est-ce que ta femme, entre guillemets, s'écarte et te laisse des espaces de liberté pour que tu ailles voir d'autres femmes? Un peu genre enterrement de vie de garçon, voyage entre hommes, virée entre potes, etc. 3, est-ce que CF, dernière saison de Mad Men, ta femme te présente une amie en disant, quitte à ce que mon homme éprouve du désir pour une autre, c'est moi qui l'a choisi, parce que si c'est moi qui l'a choisi, c'est une part de moi, donc c'est comme s'il me désirait toujours un petit peu moi. Mad Men, non, t'es pas... J'ai pas regardé jusqu'à la fin. Donc elle pour sauver entre guillemets les restes de ce qui resterait à sauver, Mégane, donc sa dernière femme brune, lui apporte quasiment au lit une amie en fait. D'accord. Quatrième scénario, est-ce que ce couple, donc cette entité homme-femme, va faire l'effort d'aller faire des rencontres d'autres couples, quand bien même il n'y aura pas de concrétisation sexuelle, mais est-ce qu'ils vont arriver à repratiquer la séduction, non plus de un individu vers un individu, mais de couple vers d'autres couples? Tu vois, il y a une dizaine comme ça de scénarios, de palettes de scénarios, et la première condition, c'est d'arriver à être en présence d'une femme qui est susceptible et capable de les entendre. Tu sais? Et c'est déjà pas évident. J'imagine. Mais c'est d'autant plus évident, enfin c'est d'autant moins évident quand le couple est déjà en crise. Car s'il est déjà en crise, tu greffes par-dessus cette surprise du ressentiment. Donc il vaut mieux aborder ces sujets avant le ressentiment. Évidemment. Nouvelle question, Président. N'est-ce pas? Alors, cette fois-ci... Bah, c'est la suite logique de ce qu'on se dit. C'est certes, j'ai une maîtresse, mais depuis, mon couple va beaucoup mieux. C'est ça qui est marqué? Bah oui. Ah ben. Et c'est au hasard, hein? Bah oui, comme le chapeau est bien pensé. Ça c'est un des paradoxes du désir. C'est une des aires, une des surfaces comme dit Morin, de réalité complexe, de pensée complexe. C'est qu'en réalité,
en réalité, après quelques jours ou quelques semaines, on va dire, de découverte de la nouveauté, en réalité, le conjoint adultère redevient excité par son conjoint, parce que le nouveau, l'intrus, le tiers, devient la norme. Tu vois, c'est-à-dire que ta maîtresse, enfin, tu es un homme, donc ta maîtresse, tout le temps dispo, tout le temps dans l'attente de te voir, bah, tout à coup, ça devient la norme. Et en contrepartie, ce qui devient, entre guillemets, excitant, c'est de retourner vers ta femme sans te faire gauler, en fait. C'est ça. Et le danger de se dire, à 5 heures, j'étais dans une femme, et à 19 heures, je suis dans la mienne, ce danger paradoxal, subtil, antinomique, amoral, tout ce qu'on veut, est à l'origine du désir. Le désir, c'est le danger, c'est l'insécurité, c'est la surprise, c'est l'attente, c'est l'interdit, tu vois. J'allais dire, je pense que c'est pas la peine d'épiloguer sur ce papier-là. Évidemment. Allez, un troisième papier. Je suis une fille, pourquoi est-ce que tous les mecs que je rencontre ne veulent que coucher avec moi? Je résume un peu, qu'une chose, coucher avec moi. Euh, Alors, réponse certainement beaucoup plus complexe que celle que les filles en font généralement. Euh, Il y a plusieurs raisons. La première raison, ça peut être parce que simplement le mec a un désir physique dont il souhaite un petit peu entre guillemets, se débarrasser, et donc que entre guillemets, il ne se sent être lui-même qu'après s'être débarrassé de cette pulsion physique. Deuxième réponse, alors, la deuxième est beaucoup plus rare. La première, en général, c'est la vraie. La seconde est plus rare, mais elle existe. Et c'est qu'en réalité, un homme qui ne se comporterait pas ainsi est aussi, voire plus vite, disqualifié qu'un type qui voudrait coucher. C'est-à-dire qu'en fait, les deux comportements sont disqualifiants. Et même pire, le comportement de ne pas montrer de désir est, Oui, donc il ne voudrait pas coucher. est disqualifié. Ne pas coucher, c'est disqualifiant, pardon, mais violemment. Alors qu'à la limite, un homme trop plein de désir, bon, c'est ridicule, c'est pathétique, mais c'est jamais disqualifié violemment. C'est disqualifié, il essuie un refus, bon, gentillet, tu vois, plus ou moins, avec plus ou moins de tact. Et en fait, un homme qui ne désire pas assez, c'est pas un refus gentillet et avec du tact qu'il essuie. C'est une disparition inexpliquée, pure et simple, qui le laisse en général au bord de l'abîme de l'incompréhension, du gouffre, de la surprise, de l'illogisme, du paralogisme. Il est complètement perdu en fait. Un homme euh, entre guillemets, souffre plus d'être puni du respect qu'il a montré à une personne que d'être à la limite euh, sanctionné pour avoir été un peu empressé. C'est terrible d'être puni, je l'ai déjà été, je ne sais pas si tu l'as déjà été toi-même, d'être puni du respect que tu as montré à une femme que tu courtisais, entre guillemets, à l'ancienne, et que tu ne visualisais pas de la traiter comme une chienne. Et Sanctionné. et voilà, et c'est cette valeur que tu as mise en elle, la noblesse, la pureté des intentions que tu avais envers elle, te sanctionne, et tu n'as jamais, l'homme n'a jamais la récompense de sa pureté en réalité, dans quasiment aucun secteur, et notamment pas avec les femmes. Ce qui est très triste, car la symbolique inconsciente de F dans l'esprit de H, c'est une forme de pureté, tu vois. C'est une forme de... F, le paradoxe de F, c'est que c'est l'intéressement, mais avec la pureté. H, c'est la combativité, la roublardise, la saleté,
mais entre guillemets, finalement, l'impureté se loge partout. Et, et donc, le type qui arrive avec un respect immodéré pour une fille et qui ne veut pas la saillir tout de suite, lui inspire beaucoup de doutes, beaucoup de mépris et une forme de maladie, quoi, comme si le mec, il ne fonctionnait pas, il était comme un type qui fonctionne pas, quoi. T'es un demi-malade, en fait, Mhm. quand tu veux pas la C'est vrai. saillir au bout de 2-3 rendez-vous. C'est terrible, c'est triste. C'est terrible. Un autre papier ou le courrier des lectrices? Non, c'est bien. Alors un autre papier. C'est la première impression qui compte. Ah, ça c'est intéressant. Alors c'est la première impression qui compte. Là encore, on a les deux versants de la colline. Est-ce qu'il y a une différence, un homme qui rencontre une femme qui rencontre un homme, ou homme-homme, ou femme-femme? Est-ce que c'est vraiment la première impression qui compte? Par exemple, je me rends à un premier rendez-vous, ou même, je dirais, je viens interagir avec cette femme là-bas pour la première fois. Est-ce que cette première impression qu'elle va avoir de moi est d'une certaine manière déterminante pour la suite? Tout dépend du temps que vous passez ensemble et tout dépend si ce temps est passé en enceinte close ou pas. C'est pas vraiment la première impression qui compte, c'est euh, un, est-ce que j'ai déjà un modèle existant en tête? C'est-à-dire, est-ce que dans notre jargon à nous, j'ai mes parts de camembert? C'est-à-dire, est-ce que ma- mon, est-ce que mon expérience de vie, est-ce que mon habitus, dirait Bourdieu, m'a donné l'occasion de faire mes parts de camembert? Les parts de camembert, comme on l'explique en... Là, on peut donner du contenu de séminaire, puisque, après tout, on n'est plus en mode gratuit, on est en mode payant. Donc, qu'est-ce que Exactement. c'est que les parts de camembert? Les parts de camembert, c'est... Là, vous avez une explication de la nature et du type que vous avez en séminaire. Donc ça, je ne le dis pas en contenu gratuit. Les parts de camembert, c'est penser aux petits modules ronds là, qu'on a au Trivial Poursuite et qu'on doit remplir de parts de camembert de différentes couleurs. À l'origine, un petit être préadolescent, donc c'est-à-dire pré-sexué, et qui rentre à peine dans l'adolescence, donc qui rentre à peine dans l'époque des rencontres potentielles, n'a pas de genre, n'a pas de style. C'est-à-dire qu'un gamin, un garçon de 8 ou 9 ans n'a pas de genre. De la même manière qu'une fille de 8 ans n'en a pas. Une fille de 8 ou 9 ans, ou a fortiori de 6, 7, 8, n'a pas de genre de garçon. Elle a peut-être son meilleur ami, ou peut-être qu'elle aime bien les messieurs qui ressemblent à son papa, mais grosso modo, elle n'a pas de genre défini. Mhm. De la même façon, si on fait une parenthèse, qu'un un très jeune garçon n'est jamais misogyne. Évidemment. Ce qui prouve Bah, bien qu'encore une fois, il ne faut pas faire une lecture essentialiste des gens, que la misogynie n'est pas un sentiment inné de supériorité, mais qu'elle vient d'une déception de l'homme pour les femmes réelles. Parce que si c'était un sentiment inné de supériorité de l'homme sur la femme, on aurait des gamins de 10 ans misogynes. Un gamin de 10 ans n'est jamais misogyne. Il va se moquer des filles parce qu'il ne les comprend pas, mais il n'est pas persuadé d'être supérieur. Il le devient quand il voit leur pratique réelle en réalité. Donc, chaque part de camembert dans le Trivial Poursuite, dans notre petit camembert en plastique, symbolique, représente un genre. Le premier de la classe, le capitaine de l'équipe de sport, le mec à grosse part de féminité, le rigolo, le redoublant, le rigolo, et le sixième, je ne sais plus lequel c'est, donc il y a le sportif, l'intello, le redoublant, le rigolo, le le mec voyou, sensible, par exemple. Et admettons. le fils à papa. Très bien. Donc moi j'ai mis le redoublant comme étant le voyou, et donc le sixième camembert, c'est le fils à papa, dont papa a la pharmacie du quartier, ou est maire du village, Mhm. et en général c'est lui qui a toujours le premier, le scooter, qui fait les fêtes à la maison quand les parents sont pas là, etc. Voilà. La vie, c'est-à-dire l'accumulation d'expériences, annihile certains de ces camemberts et en renforce d'autres. Mhm. C'est-à-dire selon les premières rencontres qu'elle va faire et selon les premiers hommes qui vont la stimuler, la dégoûter, la distraire ou au contraire L'ennuyer. l'ennuyer, certains gens vont disparaître.
Donc, par exemple, si elle a une relation avec un intello et que ce type l'ennuie, ce genre va être barré, en fait. Ce genre va évoquer le néant. Ce genre va disparaître. Inversement, d'autres parts de camembert vont se renforcer. Pourquoi? Parce qu'il y aura ce goût de... comme on dit quand un fromage est bon, on dit il a un petit goût de reviens-y. Et bien, certaines parts de camembert auront un goût de reviens-y. Et en réalité, plus les années passent, plus les générations se succèdent, moins la fille a de genre. C'est ça. On part de 6, grosso modo, On arrive à un ou deux. et on arrive à un ou deux. Donc ça s'appelle la... Enfin, ça s'appelle. J'appelle ça la création des genres par annihilation de certaines parts de camembert et par renforcement d'autres. Donc à 25, 30, 40 ans, on n'a pas 6 genres. Hein. Non. On en a éliminé plusieurs. On peut avoir éliminé le voyou, car en réalité, on a été déçu du voyou. Parce qu'il fait voyou de l'extérieur, mais en réalité, il habite dans un truc, dans un trou à rats pourri, il joue de la guitare toute la journée, il change de slip tous les 3 jours et il bouffe des pizzas. Donc on est calmé en fait du voyou, tu vois, qu'on voyait tout le temps dehors sur sa moto, etc. En fait, il a une vie de merde, il n'a pas d'existence. Donc hop, on enlève la part de camembert voyou. Et puis il reste le riche. Tu vois, puis on peut être dégoûté des riches parce que voilà. Donc on enlève le riche, puis il reste l'intello pas riche, tu vois, ou le prof. Ah bon, bref, voilà la théorie des camemberts. Donc la question étant, rappelle-moi. La question étant, la première impression, est-ce que c'est la première impression Donc qui la première compte? impression est la bonne. Si on rencontre une part de camembert subsistante, c'est-à-dire on reconnaît dans quelqu'un qui les coche les cases, le faisant, l'assimilant à une part de camembert. Et deuxièmement, si cette première impression persiste, c'est-à-dire que si on a la chance d'être en enceinte close suffisamment longtemps avec cette personne pour que le phénomène d'enceinte close se passe. Donc, contenu payant, l'enceinte close définition. En contenu gratuit, on n'explique pas les définitions, on passe comme ça. Contenu payant, enceinte close définition. Le phénomène d'enceinte close est le phénomène d'attirance spontanée qui se produit entre deux personnes qui n'auraient pas forcément eu une attirance en extérieur quand vous les obligez à partager le même air, le même espace, le même volume dans un lieu clos, relativement petit, pendant le plus longtemps possible. L'enceinte close, ça se produit en train, en avion, en voiture, dans une salle au travail, dans une salle de réunion. Combien d'obsessions amoureuses au travail pour des femmes que l'on trouve absolument divines et que l'on n'aurait jamais, jamais, jamais regardées dans la rue. Combien d'obsessions amoureuses au travail pour des gens sur lesquels on ne se serait jamais retourné dans la rue. Combien de désirs pour des passagères ou des passagers de voiture à côté de qui on se retrouve et à qui tu t'es jamais retrouvé en soirée à être passager sur la banquette arrière à côté d'une inconnue et à la trouver, mais à trouver cette situation hautement érotique parce que vous avez le bout du genou et le bout de la hanche qui se frôlent, alors que cette fille, tu l'aurais croisée la veille, elle t'aurait fait ni chaud ni froid. Voilà. Ça, c'est l'enceinte close. Donc, enceinte close et part de camembert prédétermine la capacité du love at first sight. D'accord. Ok. Donc ça veut dire que si on prend un exemple très pratique, moi qui suis dans la vingtaine, donc on va dire que j'ai pas encore. Plus pour très longtemps. Que j'ai pas encore rayé tous mes camemberts. Ouais, il t'en reste plus d'un, j'espère. Oui, voilà, c'est bien ce que je dis. Mais pas 6. Voilà, mais entre 2 et 6, admettons. Mes congénères féminins, c'est à peu près la même chose, si elles ont le même âge et que elles les cochent plus vite. Des femmes enfants. Donc ça veut dire que si je m'aventure dans un lieu très peuplé, que j'y reste 5 minutes et que je rencontre une fille, voilà, là j'ai pas l'enceinte close, j'ai plein de camemberts encore disponibles. Là, la première impression, elle est encore rattrapable. Tu n'as jamais eu de coup de foudre? Pas spécial. Non, si tu l'avais eu, tu le saurais. Non. Donc ça veut dire que tu as encore plein de camemberts. Voilà. Donc, ça répond à la quand question. on aura un ou deux, et quand tu rencontreras cette personne, a fortiori en enceinte close, tu le sauras. Moi, c'est pas un reproche. Moi, mon premier coup de foudre, moi, je n'ai eu que 3. Si on accepte, on va dire, des filles dont on se dit, ouais, elles sont méga belles et tout, bon, c'est pas. Mais vraiment,
la sensation que cette personne était pour moi et qu'il fallait que je fasse quelque chose, Un je instant. l'ai eu 2-3 fois, et c'est tout. La première à 27 ans, donc tu vois, t'as encore un an, et, et la dernière à 30 ans. Enfin, je l'ai eu que 2 fois, en fait, si j'y réfléchis. C'est quoi la troisième? Ah bah je sais pas. Bah non, bah, je l'ai eu que 2 fois. J'ai trouvé bien plus de 2 femmes belles, Oui, mais cette sensation qu'elle était la bonne ma à l'instant chose, T. qu'elle était ma chose, qu'elle était pour moi, qu'elle était à moi, et qu'elle ne pourrait, il ne pourrait pas se passer un jour de plus sans que je rentre dans la vie de cette personne, je l'ai eu que 2 fois. Mhm. Et j'aimerais bien que ça se reproduise d'ailleurs, pour tout te dire, mais j'ai un petit problème, c'est que la compréhension la compréhension exclut beaucoup la passion, en fait. Exactement. Un peu comme de la même manière que Dr. Cal Lightman est un petit peu désabusé Cal Lightman. dans Lie to Me. Ah oui, Un peu désabusé Tim Roth. au fur et à mesure des épisodes, puisqu'il commence à lire les mensonges, même de ses proches et de sa C'est sa famille. fille. Ouais. Surtout. Voilà. Un autre petit papier, et après, on passe au courrier des lecteurs. Si je veux. Si Monsieur le Président le veut. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Voyou. J'ai tout de suite su que c'était la femme de ma vie. On n'a vraiment pas de bol parce qu'on enchaîne les Ou pas. doublons. Bon, bah là, on l'a traité. On l'a traité. C'est ce que, Désolé, hein, c'est le hasard, c'est le chapeau c'est qui ce que je décide. viens de dire. Tu sais, ça me fait penser cette phrase au dicton quand on demande à quelqu'un combien de temps il a mis pour réaliser telle œuvre d'art ou tel livre, il dit bah, une vie et un mois. Hmm. Combien de temps vous avez mis pour écrire cette pièce? Une vie et un mois. Combien de temps vous avez mis pour savoir que cette personne était la personne de votre vie? Bah, une vie et une Une minute. seconde. No sex in job. Mythe ou réalité? D'où vient cet adage? Est-il justifié? Exactement. Bah, il n'est pas justifié par les faits, puisque dans la réalité, c'est plutôt sex in job, Mhm. puisque les gens se rencontrent d'abord au travail. Est-ce qu'Internet a dépassé... On n'a pas les stats, j'ai pas cherché les stats récemment. Est-ce qu'Internet a dépassé Alors, je sais que ça croît Oui, d'année en année. sans doute. Ça, c'est Mais certain. je crois, en tout cas, je crois que ça croît, mais je crois également, au dernier sondage, on était quand même encore largement... Souviens-toi toujours qu'on a un biais. On est citadin, on est jeune, surtout toi, et on est urbain et CSP plus. Ouais. Euh, tout le monde n'est pas comme ça. Oui. Internet, il y a des zones, il y a des endroits, il y a des lieux, il y a des pays, il y a des univers où il faut se calmer un peu sur Tinder, quoi. Hein, tu vois, Ça. Tinder dans la Creuse. Tu peux pas swiper 50 et Voilà, avoir un fourgon de 50 derrière, c'est quoi. ça. Hein, je veux dire, Un ami suisse, il me disait, c'est 10 nouvelles toutes les 2 semaines, quoi. Ça fait pas beaucoup. c'est ça, c'est ça. Donc, la réalité, c'est much job in job, a lot. Mhm. A lot of job, of job in job. Beaucoup de rencontres au travail. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enceintes closes. Les risques qu'on évoque sont des risques entre guillemets, d'influence sur la carrière. J'ai tendance à dire qu'ils sont un petit peu surestimés et qu'ils ne renvoient qu'à une situation unique qui est que la personne serait son superviseur direct. En réalité, beaucoup d'histoires au travail ne sont pas avec son superviseur direct, sont Ouais. avec Horizontal. sont horizontales. Et la réalité, c'est que il y a une situation, encore une fois, lecture féminine de la séduction, il y a une situation qui est extrêmement excitante pour une femme, c'est l'entretien d'embauche. Parce qu'elle coche toutes les cases de l'excitation féminine, où tout à coup, la personne qui te recrute, même si elle ne sera pas forcément très très au-dessus de toi, mais pour l'instant, elle décide de ton sort, donc elle a du pouvoir. Mhm. Elle est en face de toi et elle te questionne, donc tu te retrouves étrié, tu te retrouves soumise à son pouvoir. Elle te valide ou pas. Elle te touche symboliquement puisqu'elle touche ton CV. Et tu sais qu'une femme n'a aucun recul sur son CV. En fait, une femme et sa profession. C'est pour ça qu'elle ne supporte pas les critiques et le second degré sur son travail. Moi, j'ai déjà perdu des amis, enfin, copines, pour avoir fait du second degré et des Sur leur remarques travail. sur leur travail. Elles sont Leur travail. alignées sur leur travail.
Et donc, symboliquement, ce travail, c'est un CV. Je t'avais déjà raconté, je pense, 1000 fois l'exemple d'une fille dont le secret agenda était hyper carriériste et qu'elle était très sensible aux arguments de pouvoir et d'autorité et qu'elle avait ressenti un plaisir physique au niveau Son bas-ventre. parce que son employeur avait, pendant tout l'entretien, caressé son CV, en fait. Enfin, touché comme ça, etc. Elle est son CV, en fait. Mhm. Donc, la situation de recrutement est une situation qui est emblématique de la relation homme-femme, au sens où l'homme jouit d'avoir cette belle femme. Il faut qu'elle soit un minimum apprêtée, féminine. L'homme jouit du pouvoir qu'il peut soudain exercer sur une belle femme. La femme sort ses attributs de séduction, quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, elle joue le jeu de la séduction avec son employeur. En enceinte close, tous les arguments sont là. Sont réunis Donc, de no job côté. in job, oui, bien sûr, on connaît le risque on connaît le risque d'une histoire qui se termine mal, mais en réalité, en général, quand ça se termine, les deux ont du matos, les deux ont du ressentiment et du matériel pour faire, pour se venger si jamais on venait à nuire à sa réputation, notamment depuis que tout le monde a des photos Ça y va. un peu osées de son partenaire, etc. Donc finalement, statistiquement, c'est pas très fréquent de se faire dégager ou punir parce qu'on a rencontré au travail. Au contraire, la règle, c'est même plutôt job in job, Mhm. sex in job et surtout séduction in job. Évidemment. Un papier ou un courrier? Un courrier. Un courrier, monseigneur. Alors, le courrier, il arrive puisque c'est le courrier d'une lectrice. Il y a beaucoup de lectrices qui nous envoient des courriers qui sont souvent très longs, Oui, elle réserve rarement les phone coaching, c'est trop cher. qui, je trouve, c'est très rarement la même. C'est pas du tout expliqué de la même manière que les hommes le font. Oui. Il y a Je remarque qu'elles profusion ont de détails voilà, et pas de structure en fait. plus de facilité à dévoiler des trucs assez Oui. intimes. Et c'est jamais structuré et c'est toujours très chronologique. Alors Et ça parle beaucoup d'elle. on va voir si elle s'appelle Anna. Elle a 25 ans et on va voir ce qu'elle nous raconte. Elle habite en région parisienne, dans le 78, et elle fait des études de chimie à Rouen. Ce qui est assez rare puisqu'elle n'est pas dans une école de communication, marketing ou quoi que ce soit. Elle a du H. J'ai rencontré un garçon qui m'a ajouté sur Facebook. Je ne le sentais pas au début car il m'a avoué avoir un penchant pour les blacks. J'imagine qu'elle est blanche, ou en tout cas pas black. Et je pense que les mecs Bah si, elle l'est. Je ne le sentais pas au début car il m'a avoué avoir un penchant pour les blacks. Oui, elle l'est. Sinon, s'il a un penchant pour les blacks, il ne l'aurait pas ajouté. Si elle ne l'était pas, il ne l'aurait pas ajouté. Oui, mais elle dit elle le sentait pas. Oui, mais elle ne le sentait pas parce qu'elle a l'impression qu'il veut simplement la niquer. Ah, ok. Et je pense que les mecs hyper accros aux femmes noires, asiates, sont des hommes irrespectueux. Prenant les femmes black asiates pour des imbéciles, ces hommes se permettent des phrases, des jugements, des habitudes ou de parler de leur ex de façon tout à fait inconvenante, tout homme confondu. Chut, allez. Donc, Oui, elles peuvent confondre tous les hommes, mais nous, on ne peut pas confondre toutes les femmes, en fait. donc il m'ajoute sur Facebook. Nous, il faut les prendre. Je me dis ok, laisse-lui sa chance, peut-être que tu te trompes. Cela fait 3 messages qu'il m'envoyait pour me connaître. Donc un soir, je me suis dit pourquoi pas. Hein. Vous voyez, messieurs, le mec arrive déjà 3 fois. Et je me dit, oh, je vais peut-être aller voir. Il veut me voir. Je présent. Je pressens. Elle a oublié un Tu vois que c'est une S. vraie femme qui écrit, c'est qu'il y a des fautes Il de. veut me voir. Je pressens le Elles sont salaud. toutes dyslexiques, il manque toujours des mots, des lettres. Je lui fais du rentre. Alors, notez les contradictions. Hein. Un soir, je me suis dit pourquoi pas. Il veut me voir, je pressens le salaud. Je lui fais du rentre-dedans Oui, sexuel. Donc oui, elle pressent le salaud, elle lui fait oui, du c'est ça. rentre-dedans. Oui, logique des femmes. Parce que ce soir-là, Je pressens le salaud et je lui fais du rentre dedans. parce que ce Putain. soir-là, j'avais envie Mais une paire de gifles. Mais et pour éviter toute phase de fausse séduction avec un hypocrite. Il fait le pour éviter la fausse séduction, je lui fais du rentre dedans pour me faire prendre le cul. Mais là, je suis pas fausse. c'est ça. Il fait le garçon romantique. Alors je lui fais du très fort rentre dedans. Oui, c'est logique. Donc le mec recule
parce qu'il n'a pas envie d'un désir, finalement, il n'est pas le salaud, sans doute, Mhm. qu'elle anticipe. Elle n'a aucune preuve que c'est un salaud, simplement le mec aime les blacks. Moi j'aime les rousses, j'aime les rousses. Lui, sans doute pâle, il aime les blacks. Moi je suis demi-black, j'aime les rousses, ça ne veut pas dire que je suis un salaud. Mhm. Donc au nom de sa projection, elle déraille complètement et elle viole ce pauvre type. Alors, Anna, calme-toi. Je lui fais du très fort en mode sexuel pour qu'il comprenne que je ne cherche pas une relation longue, mais lui maintient être un garçon romantique qui veut se poser. Le soir même, on se voit et lui parle de se poser. Au bout de 2 semaines, par la force des choses, j'adore cette expression, Oui, c'est par toujours la force forcé des c'est toujours choses, forcé par un élément extérieur il avec fait elle. Elles ne naître sont jamais en, responsables de rien. il fait naître en moi des sentiments qui me donnent envie de me poser. Quelques jours après, et après avoir couché plusieurs fois, Tu sens qu'elle va l'accuser de manipulation parce je tombe amoureuse. il a fait naître un truc en elle, en fait. Je tombe amoureuse. On va laisser passer les pompiers. Mm. En couple, tout va bien. Quand je fais la parfaite gentille femme lui, qui lui envoie des photos coquines ou qui le félicite. Je peine un peu à lire parce que toutes les virgules ne sont pas au bon endroit. Oui, c'est une vraie fille, c'est ça. Euh, Dyslexie. mais quand j'essaye d'avoir des sujets un peu réfléchis ou que je lui fais des remarques sur certaines choses illogiques, sur son mode de vie, il Mm. devient très agressif, me rembarre froidement et me rabaisse par rapport à mon estime de moi ou en utilisant des informations qu'il sait sur moi. Oui, comme font toutes les femmes. J'ai l'impression que chaque fois qu'on tente d'avoir un sujet construit, on rentre en concurrence. Exemple 1. Moi, il prend sa douche mais il n'utilise rien pour se frotter. Para plus B. Pardon. Para plus B, je lui dis qu'étaler du savon, ce n'est pas se laver car il n'y a pas l'action décapante que l'on aurait avec une fleur de douche. Mais qu'est-ce qu'elle est chiante, cette meuf. Étaler n'est pas décapé, donc il n'enlève pas les peaux mortes, donc ça ne la lave pas. Lui, vous les blagues, vous transpirez plus, vous êtes plus sale, vous avez besoin de vous décaper. Tu insinuerais que puer dépend de la couleur de peau, or puer ou transpirer dépend des glandes sudoripares et non de la mélanine. Mais cette discussion est d'une affligeante stupidité que je ne comprends pas. Chaque, chaque race a une odeur différente. Les blacks ont une odeur, les caucasiens ont une odeur, les asiatiques ont une odeur, les roux ont une odeur, et ont des odeurs, ont une gamme d'odeurs différentes, et je ne comprends pas que l'on cherche, un peu comme on cherche à annihiler les différences de genre, à annihiler ça. Enfin, je suis désolé, c'est pas tous les blacks ont la même odeur, c'est pas tous les roux ont la même odeur, c'est pas tous les blonds ont la même odeur, mais la gamme d'odeurs des blacks est plus musquée, la gamme d'odeurs des blonds est plus fade. Mhm. Je veux dire, va dans un vestiaire de foot d'une équipe africaine, ça va sentir le couac, quoi, tu vois. Mhm. Donc le dialogue continue. Euh, voilà. On ne se lave pas pour enlever les odeurs, mais aussi pour enlever les peaux mortes. Non, mais moi je fais. Lui répond. Non, mais moi j'ai toujours fait comme ça et les mecs au foot eux aussi font comme ça. Alors arrête de me saouler avec ça. Fin de la discussion. Tu me parles de tout sauf de ma manière de me laver. Elle nous a retranscrit tous les dialogues de la salle de bain. Mais en couple, pas pouvoir, ne devons-nous pas pouvoir tout se dire Non. Bah, déjà, il y a un problème, c'est que quand tu n'aimes pas l'odeur naturelle de ton de partenaire? ton partenaire, c'est pas ton partenaire déjà. Voilà. Déjà, Anna, il y a un bug à ce niveau-là. Il y a toutes les filles qui nous écoutent et même ça marche, je pense, aussi à l'inverse. Quand un homme D'ailleurs, dit c'est comme ça qu'on voit la différence un ou une sex friend et une relation, c'est au niveau de l'hygiène. C'est-à-dire que, pour simplifier à l'extrême, un sex friend, on le veut glabre et qui sent le savon. Mhm. Une relation longue, on la veut en général pas méga glabre, c'est-à-dire pas tondue comme un WC, quoi, et on aime son odeur naturelle. On aime l'odeur de ses cheveux. Mhm. T'as jamais dit à ta relation, t'as pas forcément. Quand elle te dit, bon, ben, je vais prendre une douche, non, non, mais non, mais Si. tu sais, non, reste là en fait. Ouais. Tu vois, j'aime bien quand tu sens un peu le chafouin, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Une fuck friend, jamais. Hein, t'as pas envie de sentir ses Mhm. cheveux, tu vois. Non, non, non. Tu veux une courbe, tu veux un dessin en fait. Mhm.
Exactement. Alors elle nous relate un deuxième dialogue Quelle connasse, alors. non mais alors C'est vraiment une connasse, celle-là. qui lui est tout aussi élevé puisqu'elle nous parle des Anges de la télé-réalité, une émission hautement intellectuelle. Lui il lui dit mais ces émissions c'est toutes des codes. Elle lui répond mais si tu restes 7 ans à la télé avec toute la concurrence qu'il y a et les demandes, c'est qu'au bout d'un moment tu es intelligent. C'est-à-dire qu'elle met en exergue le fait que comme les candidats des télé-réalités reviennent d'année en année et qu'ils persistent et restent à la télévision, c'est un signe d'intelligence. Oui, d'accord. Il faut se méfier de Elle ce a une qu'on nous logique bien montre à en elle. façade à la télé et chercher toujours plus loin au-delà des apparences. Lui répond, tu la trouves pas jolie, elle? Non, elles se ressemblent toutes et sont surmaquillées. Bizarrement, une femme maquillée, je trouve ça moche. Les mecs, eux, ont un vrai Ouais, bah, elle a caractère du H. Elle et a ne que du H, en surjouent fait. pas. Que ce qu'on a dit au début, enfin, que ce que j'ai dit au début, c'est une fille qui a du H. Donc, une fille qui a du H se reconnaît parce qu'elle se maquille pas. En fait, plus une fille a du H, plus elle se lave et moins elle se maquille. C'est drôle, ça, d'ailleurs. Elles passent leur temps à se récurer, comme s'il y avait une obsession de la... De la propreté. Ouais, mais pas de l'apprêtement, en fait. Je vois. Donc, ça prend des douches tout le temps, mais ça ressemble jamais à rien. Exactement. Me demander à moi, une fille, si je trouve une autre fille jolie, je trouve ça complètement déplacé et tracassant. Je pense qu'il voulait me faire passer pour un garçon pour me mettre mal à l'aise. Au lit plus tard, lui dit, t'es pas complexé par tes seins, toi. Alors que je n'ai jamais mentionné être complexé par une partie de mon anatomie. Ce dialogue n'a aucun sens. Bienvenue dans l'esprit d'une femme. Plus tard, pris par le tracas, me dit-il, il m'avouera qu'il a déjà été en couple avec une fille de 21 ans en banlieue parisienne à Paris, qu'il cherchait une fille plus près de Rouen, plus mature, qu'il m'aimait bien et qu'il aimait s'amuser au lit avec moi et que je pourrais revenir dormir chez lui à tout moment. Dans un premier temps, j'ai accepté d'être sa sex-friend, puis j'ai refusé et préféré disparaître. Je sais Une sex-friend est toujours temporaire. Je sais d'elle que c'est une fille de la banlieue parisienne qui est encore en études pour devenir hôtesse de l'air et qui veut voyager. Elle lui dit avoir plein de rêves dans la tête. Il m'a dit avoir déjà rencontré les amis de cette fille et que ce n'était pas trop son style. N'ayant pas accumulé assez de ressentiment, il a insisté pour me revoir. J'ai tenu bon et je lui ai dit non. Il a insisté, il a insisté. Je lui ai demandé pourquoi il trompait sa copine. Il m'a dit que cela ne me regardait pas puisque c'était parce qu'elle habitait loin. Il voulait me revoir, mais il n'écrivait pas dans ses SMS vouloir plaquer sa copine. Il insistait. Puis je lui ai dit que s'il voulait me revoir, il n'avait qu'à plaquer sa copine. Pour moi, je pense que c'est logique, mais je ne comprends pas pourquoi il voulait me Bon, quelle est revoir sa question? sans penser à plaquer sa copine. Putain, revoir et copine, on a compris. Hein. Quelle est sa question? Bah, moi, elle a pas de question, mais. Bah si, elle a forcément une question à la fin. À la toute fin. Alors, pas quoi ça finit, alors? Ça finit. Je te lis le dernier paragraphe. Vas-y. Je pense qu'il l'a trompée parce qu'elle vit trop loin, mais en réalité ne comptait peut-être pas la quitter à moins de trouver une super perle rare. Comme avec les réseaux sociaux, tout le monde se pense mieux que les autres. Je pense que moi j'ai trop de H. Elle le dit elle-même. Je pense que moi j'ai trop de H. Ceux qui le repoussaient nous mettaient en concurrence. Donc ça veut dire qu'elle est un petit peu au fait Mm. de ce. Bah, de toute façon, je l'avais entendu au mot ressentiment. Cependant Si des elle n'avait pas fois, lu mon matos, elle aurait pas dit il a pas accumulé de ressentiment. Cependant, des fois, il lui arrive de me relancer pour s'amuser sexuellement ou se voir. Il me sait mature, il sait que je voudrais bien un bébé, il sait qu'avec moi il sortira. Qu'est-ce qui Aujourd'hui, sortira? comment? Qu'est-ce qui sortira? Ah, je sais pas. Il sortira quoi? Je sais pas. Je sais pas. Encore aujourd'hui, par des SMS auxquels je ne préfère plus répondre. Que penses-tu de cet homme? Là, voilà la question. Voilà, j'aimerais savoir pourquoi certains hommes n'aiment pas les femmes qui réfléchissent ou qui ont un peu de hache, qui se voient ou qui est affirmé. Les questions, elles sont là. Désolé de vous avoir embourbé, comme on dit quand on est bloqué dans la neige, embourbé dans ce récit sans queue ni tête, mais les questions, elles sont là. Et si on a envie de tirer les concepts, et à toutes les femmes qui se demandent, je me rends compte que je n'ai pas la part de féminité suffisante pour plaire Sur à la l'homme que je durée? convoite. Parce que Exactement. l'homme a toujours un besoin de vie de couille initial, donc il peut se contenter d'une femme H au C'est début. ça. Comment est-ce que je peux jouer ou comment est-ce que je peux comprendre pourquoi est-ce que les hommes n'aiment pas
ces femmes-là qui auraient une part de H qui se voit ou C'est pas qui est, les hommes, c'est les hommes très masculins c'est veulent des ça, femmes très féminines. qui se voit ou Et qui est donc une femme affirmée. qui a du H ne peut pas avoir un homme très masculin. Une femme qui a du H n'aura jamais un DSK, puisque on sait que maintenant DSK c'est Christian Grey c'est DSK, sauf si elle lui procure une ressource de type communautaire ou financière, genre Anne Sinclair, tu vois, ou les Mhm. deux à la fois, avec la carte de membre et puis la carte Visa en fait. C'est ça. DSK, il a pris la carte de membre, enfin il l'avait déjà, mais il a de la double carte de membre et la carte Visa en même temps, Exactement. tu vois, la Visa Infinite. Euh, Bah écoute que dire récurrence. Toutes les femmes qui s'intéressent aux problématiques de séduction sont toujours des bonhommes, systématiquement. Mhm. Toutes les femmes qui s'intéressent aux problématiques de séduction sont toujours des femmes masculines, sont toujours des femmes qui ont des, des relents incontrôlés et incontrôlables de H, mais pas forcément le bon H, puisqu'en fait, les femmes qui se nivellent sur les hommes prennent en général ce qu'il ne faut pas en prendre. Elles n'en prennent pas la logique, puisque si elle avait un esprit de synthèse, son mail serait compréhensible. Donc elle ne lui prend pas l'esprit de synthèse à H, elle lui prend l'absence d'apprêtement, elle lui prend le pragmatisme, elle lui prend l'inintérêt pour le détail de l'apprêtement, et elle lui prend le côté, à la limite, plat et factuel. Elle lui Voilà. prend le chou surtout. Second high five in a row. Double. Donc elle prend tout à l'homme, sauf finalement ce qu'elle pourrait prendre de meilleur, c'est-à-dire l'esprit de synthèse et l'esprit de globalisation, et elle lui laisse se démerder avec son besoin de féminité. Et en fait, le mec ne trouve pas chez elle l'apprêtement. Enfin, je veux dire, la fille qui confond apprêter et se laver, déjà, il y a un problème. Mhm. Hein. J'ai déjà eu en relooking ça, moi, des filles à qui je disais qu'elles prenaient pas assez soin d'elles et que la réponse était Mais je me lave tout le temps. je prends une douche par jour. Donc là, tu as envie de pleurer, voilà, t'as envie de pleurer. Porca miseria, comme on dit en italien. Si. Porca miseria. Et bah, que dire à cette fille? Bah, voilà, malheureusement, toutes les femmes qui se plaignent des hommes sont des bonhommes. Une femme très féminine ne se plaint jamais des hommes. Au contraire, elle aime les hommes. Mhm. Elle l'aime, elle les comprend. C'est prévisible, mais elle les aime. Donc le problème, c'est que la dose de F et la dose de H, ça ne se change pas en fait. C'est-à-dire que tu peux l'accepter, te mettre en accord un peu comme un instrument de musique qu'on règle et rechercher des partenaires en fonction. C'est ça. Là, manifestement, elle a une méconnaissance De son fonctionnement. de son fonctionnement, elle a une méconnaissance des modes de rencontre et j'ai l'impression que ces deux personnes se contentent par défaut l'un de l'autre. Elle semble se contenter par défaut de ce type-là, tout en justifiant qu'elle en est amoureuse. À mon avis, elle en est pas amoureuse parce qu'elle ne pourrait être amoureuse que d'un type avec une... Leur entente ne me semble tellement pas fonctionner que je ne vois pas en nom de quoi elle pourra en être amoureuse. Et lui semble s'en contenter, en fait. Je pense que ce mec-là a, comment dire, un genre, un type. Il a une Mhm. part de camembert sur les blacks. Elles sont encore un tout petit peu minoritaires, même si on vit dans un monde de plus en plus multiculturel. Donc comme ça, il envoie un petit peu des hameçons de tous les côtés. C'est globalement, alors là on fait de la sociologie quantitative triste et amère, ce sont globalement les filles les moins demandées. Ma source, attention, ma source pour ceux qui s'énerveraient, OkCupid, le site de rencontre qui a en parallèle un blog qui fait des statistiques. Je ne sais pas Mhm. si tu connais le blog d'OkCupid. Je connais le site, mais pas le blog. Bon, il a un blog qui fait des statistiques sur les membres et qui a vu que les deux populations, les deux races, les deux ethnies les moins demandées étaient les hommes asiatiques et les femmes noires, D'accord. dans le monde entier en fait. Ok. C'est-à-dire que le plus demandé, c'est femmes blancs, hommes blancs. Ok. Et le moins demandé, c'est femmes noires et hommes asiatiques. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont le moins de réponses quand ils envoient des messages en fait. Donc elle est, avec tout l'empathie naturelle que j'ai pour la race noire en ayant 50%, elle fait partie de la catégorie la moins demandée en fait. Donc elle a le moins le choix. Mhm. C'est le genre de femme qui a le moins le choix. Donc femme noire, donc catégorie qui a le moins le choix, pas apprêtée avec du H, avec un métier de merde, c'est-à-dire avec des gens qui ont zéro lifestyle, zéro style, qui sont des chimistes. Biologistes et chimistes, c'est les pires. Hein. C'est ingénieur en Big chimie, up. ingénieur en biologie.
si on demandera à Thomas Bay, il te confirmera le niveau de, De lifestyle, voilà, de ces gens-là. lifestyle-tude. On est en dessous de zéro sur Le l'échelle Richter. des zéros. Donc, Donc voilà. donc, ce sont deux personnes qui n'ont pas le choix. Elle n'a pas le choix par son positionnement sur l'échelle, sur l'échiquier. Et lui, il n'a pas le choix parce que c'est un petit mec qui se contente un peu de ce qu'il peut trouver. Les deux n'ont pas beaucoup de, entre guillemets, de force de décision. Ils n'arrivent même pas à arrêter Scène de théâtre. cette pathétique scène de théâtre où ils prétendent se plaire, ils prétendent être fuck friends, sachant que, enfin bon, paradigme de la relation par défaut, incompréhension de son propre fonctionnement, incompréhension du type de partenaire qu'il nous faut, petit champ de choix, c'est-à-dire que lui n'a pas de choix parce que c'est un mec, elle n'a pas de choix parce que c'est une femme, black, en chimie et dans une toute petite ville. Et tout ça est un peu ridicule et un peu pathétique et un peu triste. Et t'auras envie d'avoir un gros ciseau imaginaire et d'arriver de faire allez, on coupe Ce faux couple. on coupe ce pseudo nœud là inutile et on détache tout ça et on envoie ces deux êtres dans l'océan des rencontres quoi, à la recherche d'un autre poisson. Et oui. Alors d'ailleurs, j'en profite un peu pour pas faire mon coup de gueule, mais pour vous dire que on a, on adore, plutôt on apprécie et parfois on adore recevoir des courriers des lecteurs et des lectrices, mais à certaines conditions, quand ils sont bien écrits, courts, un petit peu synthétiques, factuels et facilement lisibles et avec le moins de fautes possible. Plus ils respecteront ces critères, plus vous aurez de chances qu'ils soient décortiqués. Voilà, vous voyez comment on peine à chaque virgule de celui-ci. Alors si on en a un qui est très clair, avec toutes les imbrications et les phases, alors là c'est du beurre, et ça devient beaucoup plus simple pour tout le monde. Ça c'est pour vous, si vous nous écrivez un petit courrier. Je pense que c'est la première des conditions, surtout qu'écrire un courrier, ça vous coûte rien à part appuyer sur envoyer. Non, par contre, nous, ça nous coûte. Du temps Voilà. et des MacBooks. Ça coûte cher un MacBook. On passe à la question de l'éternelle importance ou non, c'est ce que tu vas nous dire, du statut social pour un homme. Allons-y. Alors, on a un homme dont je ne vais pas révéler l'identité, on va l'appeler, je ne sais pas moi, Antoine par exemple, qui m'a envoyé personnellement sur mon compte Facebook un message, et il nous dit qu'il est étudiant à la faculté d'Orsay. Il nous remercie pour notre contenu intéressant. Et bah, c'est très gentil, Antoine. Et il nous pose la question suivante. Quand on ne correspond à aucun modèle de beauté, c'est-à-dire entre parenthèses blanc, mince, grand, est-il nécessaire d'avoir en tout premier lieu une bonne situation pour pouvoir séduire? Alors elle fait mal cette question puisqu'elle elle rappelle, Oui, bon, bah, cette question, elle est éternelle. c'est l'éternel retour c'est l'éternel retour du réel, comme disait Tonton. Tonton n'étant pas Mitterrand, hein, contrairement à ce qu'on m'a demandé récemment. Bah non, bah cette question déjà, elle met l'homme. On met souvent, tu sais, entre nous la femme devant ses contradictions. Enfin, le peu de femmes qui nous regardent, on les met devant leurs contradictions. Maintenant, on va mettre l'homme devant ses contradictions. L'homme, il a un problème, c'est que l'homme, il ne voit généralement aucun problème à désirer des femmes inaccessibles. C'est-à-dire que l'homme, il a l'impression qu'en fait, il peut avoir ça, alors qu'en réalité, On n'a il, pas de il temps aura à conscience. l'ingénieur chimiste là, Ah non. il aura l'ingénieur chimiste de la lettre. Donc l'homme doit être mis devant ses contradictions et l'homme doit avoir conscience de l'étendue de son choix réel. Mhm. C'est-à-dire que quand j'explique à des hommes qu'en réalité, ce qu'ils considèrent comme les très belles femmes évoluent dans des mondes où ils ne les qu'ils ne connaissent pas, où ils ne les croiseront jamais, où ils n'ont fondamentalement, c'est même pas qu'ils n'ont aucune chance, c'est que ce sont des mondes étanches qui ne s'interpénètrent pas en fait. C'est-à-dire que ce qui est l'incarnation de la beauté aujourd'hui, donc toutes les professions, toutes les pains-bêches du culture mondain et de la télévision, etc.,
au commun des mortels des hommes, c'est inaccessible parce que ça, ça évolue. Alors peut-être avec une énorme chance du hasard d'Internet et des rencontres, entre guillemets, des sites, il y a une micro-mixité, on va dire, numérique aléatoire, mais globalement, ces femmes évoluent dans des univers qu'ils ne rencontrent pas, qu'ils ne fréquentent pas, dans des mondes, dans des soirées privées. Hein. Il faut savoir que plus on est haut dans le gratin culturo-mondain, plus les événements et les soirées et les fêtes auxquelles on participe ne sont pas publics. C'est-à-dire que le, le- le type qui croit que les très belles femmes sont dans des bars, voire dans des boîtes de nuit, il n'a rien compris. En fait, les très belles femmes sont très souvent en soirée privée, d'accord, sur des bateaux, et anecdotiquement en boîte de nuit pour l'anniversaire d'une copine. Oui. Mais Où elles sont payées pour être là, comme où elles disait sont, Julien sur le où forum. elles sont payées pour être là. Mais la réalité des très belles femmes, c'est qu'elles sont invitées dans des voitures, sur des bateaux, à des fêtes privées, à des dîners, et qu'elles honorent et elles décorent en fait les tables de riches nababs Tresseux. ou d'une autre communauté qu'on n'a pas le droit de nommer. Et la réalité est ainsi. Donc première réponse, homme du quotidien, De la rue. apprends quel est le type de femme auquel tu as accès. Et arrête de prétendre avec ton non-statut et ton non-statut, ton non-aura, etc. Arrête de prétendre à des créatures en fait, qui t'échappent. C'est-à-dire que tu ne peux pas reprocher son absence de réalisme et ses paralogismes à F et avoir le même degré de naïveté. Hein. Donc tu ne peux pas accéder à toutes les femmes. Euh, et au-delà du statut, il y a également une nécessité simplement de fréquenter les mêmes endroits. Parce qu'au-delà, avant de penser à plaire, il faut déjà se rencontrer. Donc c'est déjà ta surface de contact avec le monde, comme on l'appelle dans le programme Timidité, te permet-elle d'entrer en contact avec les gens que tu souhaites. Beaucoup de gens ont une incompatibilité, et on en finira avec ça, j'ai la gorge sèche, et je pense qu'on a donné déjà beaucoup de contenu, même en payant. Les gens ne réfléchissent jamais à se demander, ma surface de contact avec le monde est-elle compatible avec les gens que je veux rencontrer? C'est-à-dire qu'une fille, comme je l'ai eu récemment dans mon cercle de connaissances, une fille qui est étudiante et qui écrit sa thèse depuis chez elle tous les jours, Mhm. est-elle en légitimité de se plaindre de ne pas rencontrer de type? Si tu écris chez toi. Bah non. Et quand tu lui dis, bah, va écrire dehors, elle te dit, il faut pas, il y a du bruit. Donc toi, tu lui dis, bah, prends des boules caisses. Elle fait, ben non, j'aime pas la sensation. Et ben donc, reste toute seule. Voilà. Tu vois comme, comme dirait Dieudo, ta gueule. Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Physiquement, hein, voilà. Voilà. Euh, Ta surface de contact, les lieux que tu fréquentes, les moyens de transport que tu empruntes, les rues que tu prends, là où tu vas faire tes courses et là où tu sors et là où tu rencontres tes amis, là où vos amis habitent, sont-ils compatibles avec le genre de partenaire que tu veux rencontrer? Si la réponse est non, alors il ne se passera rien. C'est de la logique de base. Donc voilà un peu les billes qu'on a envie de donner à ce garçon-là. On peut lui répondre en 2 secondes, oui, oui, l'argent compte. Bon, ok, tout le monde le sait. Euh, mais sinon, mes deux sous-réponses, c'est un, apprendre ce qu'on mérite, apprendre son niveau réel. Qui ont, ouais. C'est-à-dire avoir accepté la, la, la réponse sincère qui est, bah, tu vois, ça c'est trop bien pour toi en fait. Tu n'auras jamais ça. Et d'ailleurs, je me souviens d'un truc que Et t'as- deux, surface de contact avec le monde. Es-tu dans des endroits où tu es susceptible de peut-être avoir une chance de rencontrer ces gens-là? Si la réponse est non, la réponse est non. Exactement. Je t'ai coupé. Oui, non, ça me faisait penser à, pour la première option, de savoir qu'est-ce qu'on vaut. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si ça marche aussi bien qu'avant, mais il existait des applications avant où on déposait sa Hot or photo, not, ouais. c'est ça. Et Alors, tous les membres ouais, devaient dire soit sur une échelle de 0 à ouais. 10, soit oui ou non, et On- on obtenait un espèce de métascore. à la nuance que il y a des... Je suis bien placé pour te le dire. Il y a des morphotypes qui sont sublimés par la photo Hmm. et il y a des morphotypes qui sont Dégradé. dégradés par la photo.
Et c'est pas pour me la péter, mais c'est une réalité. Je sais que j'ai beaucoup plus de succès en vrai qu'en photo. D'accord. En photo, on me dit, ouais, il est pas mal. En vrai, je plais. Et vice-versa, il y a des... C'est notamment au niveau de la façon dont les... Tu sais, avant-hier, on a croisé plein de mannequins dans la rue, là. Yes. Dans la façon dont les, Oui, dont on croise des les, mannequins. dans les ossatures sont saillantes, en fait. Mm. Les gens qui ont l'ossature très saillante Ça se dessine aussi, voilà. ont ce côté photogénique. Les gens qui n'ont pas l'ossature du visage... Bah là, par exemple. Voilà. Les gens qui n'ont pas l'ossature du visage très saillante peuvent être extrêmement séduisants dans la réalité. Et c'est en général les visages ronds. Les visages ronds et ovales sortent moins bien en photo. Yes. I know that. Alors, puisque Stéphane, notre sociologue préféré, a la gorge sèche, je vais Sans pouvoir lunettes ce soir. conclure, parce que c'est moi qui ai parlé le moins, donc moi, ma gorge est encore fraîche. Je vais pouvoir conclure ce podcast. Alors, je pense que cette conclusion arrivera à la fois à la fin de la partie qui était gratuite. On collera les bouts sur chacune des parties. Non, là, on fait la conclusion payante. Et ben, On, on on fait fera la la conclusion conclusion payante. gratuite, on l'a déjà faite. On fera l'introduction gratuite après. Très bien. Alors, merci à tous ceux qui ont participé et qui ont visionné cette partie Bienvenue au Spike Club. Bienvenue au Spike Club. Bienvenue au club VIP. Exactement. Dites-nous ce que vous en avez pensé en nous envoyant un message sur notre adresse mail que vous retrouvez facilement sur notre site internet dans la rubrique Contact, spikeseduction.com, évidemment. Je vous rappelle quelques chiffres que j'ai compilés pour vous sur le podcast, sur tout ce qui est déjà disponible gratuitement. Je vous rappelle que l'année dernière, lors de la première saison, c'est plus, tenez-vous bien, 10h30 de contenu gratuit Chapeau. en 8 mois. Chapeau bas. 10h30. Hein. Donc ça fait beaucoup, 10h30. Ça fait quasiment 2 journées de séminaire. Ça fait un Paris-Los Angeles en avion. C'est ça. Et un record de nombre de vues avec l'épisode 4 de la saison 1 qui est à plus de 6700 vues. Oui, alors ce qui peut paraître, évidemment, en confrontation de certaines vidéos hautement politisées ou à contenu un peu érotico, machin, ce qui peut paraître faible dans l'absolu. Souvenez-vous quand même qu'on a eu l'ambition d'appeler ce podcast non pas séduire les femmes ou draguer les filles, mais podcast de sociologie contemporaine. Donc après, il y a des algorithmes de référencement. Exactement. C'est-à-dire que, évidemment qu'en l'appelant sociologie contemporaine, on n'aura pas les clics des gens qui cherchent, Choper en 5 minutes. voilà, à se vider les couilles. Exactement. Alors, on remercie nos 6700 personnes et plus, on le sait, qui consultent le site et les vidéos. C'est 10h30 de contenu. C'est grâce à vous qu'on les a faites parce que vous nous avez fait des retours intéressants. Oui. On vous souhaite bonne continuation. Oui, un excellent mois d'octobre et on se retrouve donc le mois prochain pour, comme d'habitude, la partie, on va dire, généraliste, gratuite. C'est ça. Et La partie cette deuxième exclusive. partie, dont j'ai senti, alors je te fais un retour comme ça en live pour la première, dont j'ai senti à ma grande surprise qu'on s'exprimait différemment. Oui, probablement. Je ne me suis pas exprimé de la même façon, pas sur le même rythme, pas avec la même voix, pas avec le même, pas avec le même volume, et je me suis trouvé plus sincère dans cette deuxième partie, peut-être parce que je sais qu'on est moins nombreux, fatalement, on est moins nombreux, qu'on est entre nous, et je trouve que, non pas qu'on n'ait pas un discours de vérité sur la première également, mais ces ponts instaurés entre ce podcast et le contenu des séminaires, où on a détaillé deux, trois, Concept. on a expliqué très clairement deux, trois concepts, me plaît énormément, donc j'ai très hâte, moi, d'être au mois prochain, et surtout, j'ai très hâte d'être à la partie payante du mois prochain, car on dit des choses encore plus précises qu'à la partie gratuite. Voilà, merci à tous, et au mois prochain. Au mois prochain. À bientôt.